Presse est à l'initiative des parties civiles, des fédérations syndicales parties civiles dans le procès France Télécom. Sont présents la CGC avec Sébastien Crozier, la CGT avec Cédric Carvalho, Force ouvrière avec Dominique Riera, qui est avocat de cette fédération, la CFTC avec Jean-Pierre Dumont et la Fédération Sud avec moi-même, Patrick Ackerman. Sont présents aussi deux associations de victimes, ASD Pro représentée par Michel Lallier et la FNAT représentée par Jean Prunier. Alain Prunier, excuse-moi. Voilà. Les avocats sont présents aussi pour l'essentiel. L'idée ici est d'avoir une prise de parole relativement limitée, ensuite de répondre à vos questions. Et les avocats vont sans doute intervenir pour exprimer leur stratégie, à savoir que nous avons une stratégie quand même commune qui a été mise en place, des échanges en tout cas assez serrés entre les avocats des différentes fédérations. Pour ma part, donc, en introduction, je voudrais simplement dire que nous avons une première question qui se pose à nous, c'est la question de la durée de la justice. Ça fait maintenant presque 10 ans que cette affaire... qu'il y a une plainte qui a été déposée en décembre 2009 par la Fédération Sud et enregistrée en mars 2010, et que depuis, il y a eu 4 ans de dossiers d'instruction qui ont permis de voir qu'effectivement la justice faisait son travail et que c'était un dossier d'instruction assez béton pour nous, qui vraiment va au fond des choses et qui avec beaucoup de pièces intéressantes, et qui, on espère que sur la base de ce dossier-là, il y a un réquisitoire qui a été construit qui est très intéressant pour nous, et nous espérons, nous allons vers une condamnation, mais les années qui ont suivi après, ces 4 années d'instruction, ont été très longues pour beaucoup. Et donc, aujourd'hui, il est difficile, souvent pas possible, de retrouver effectivement les témoins, les victimes de cette période-là, qui ont été victimes, et bien, tout simplement d'un éloignement de l'entreprise par des retraites forcées, par des questions de maladie, par des questions d'SMA, enfin toutes les formules envisagées par l'entreprise pour faire ces fameux 22 000 suppressions d'emplois qui ont été décidées entre 2006 et 2008, le plan Next, qui était 22 000 suppressions d'emplois décidées par la direction au plus haut niveau, par la porte ou par la fenêtre. Je pourrais simplement éclairer cette formule par la porte et par la fenêtre. C'est une formule qui n'a pas été jetée par hasard par Didier Lombard en 2006, lors d'une réunion de cadres de haut niveau à la Maison de la Chimie. C'est une expression qui vient d'une blague qui a été répétée par Olivier Barbereau, le DRH de l'époque, qui a été répétée dans un séminaire RH à Pessac, et qui dit tout simplement que, écoutez, quand on voit un commercial de Ranxeroc vouloir rentrer par la porte, on lui ferme la porte, mais il rentre par la fenêtre. Nous, à France Télécom, on fait sortir les gens par la porte et par la fenêtre. Voilà, cette blague qui a été répétée à l'envi dans les réseaux RH de France Télécom caractérise un peu l'attitude quand même de cette direction, ces sarcasmes qui n'ont pas cessé jusqu'au moment où la pression médiatique, la pression des suicides, la pression des syndicats, la pression des médecins, les alertes diverses et variées qui ont eu lieu, ont pu déboucher, surtout la pression de l'État, à un moment donné, qui a dit stop, il faut arrêter. Finalement, c'est la direction qui reconnaîtra l'idée de spirale des suicides en 2009 et qui ouvrira une phase de négociation qui débouchera sur une nouvelle direction avec le PDG Stéphane Richard. Après, la deuxième question que nous voulons poser en tant que fédération, c'est la question des victimes. La Fontaine a fait une fable qui s'appelle « Les animaux face à la peste » et qui dit « tous ne mouraient pas, mais tous étaient touchés ». Voilà. Je pense qu'on a assisté pendant cette période-là à une période incroyable, d'une violence incroyable, je pèse mes mots, qui aujourd'hui fait que c'est toujours difficile d'en parler et que les témoins ont toujours la voix qui chevrotte à un moment donné. Mais en tout cas, cette période, c'est la mise en place d'un système de harcèlement institutionnel qui s'est fait au plus haut niveau des hiérarchies d'entreprise et qui s'est décliné jusqu'en bas dans les cadres de premier niveau avec, je le répète, une violence qui a débouché sur des situations terribles qui ont pu déboucher effectivement sur des questions de suicide. Ce qui sont la partie la plus extrême de cette situation-là, mais qui sont l'expression quand même que globalement ces gens-là ont souffert. Nous avons les preuves, le fait qu'une enquête sur 80 000 personnes
a eu lieu à France Télécom qui montrait qu'un stress sévère pour 25% d'entre eux existait. Donc les enquêtes sont là, démontrent, prouvent à quel point la situation était terrible au niveau de France Télécom. Nous pensons donc que la question des victimes doit maintenant traverser ce procès. Vous verrez pour les gens qui assisteront au procès que l'accusation est très ferme et très construite. Donc on espère effectivement, je le répète, une condamnation de l'entreprise. Par contre, ce qu'on veut aussi, c'est que ce procès ne soit pas désincarné. C'est que dans ce procès, on retrouve aussi des victimes. Et que ces victimes-là, nous avons, nous, décidé de déposer une 100 nouvelles parties civiles à la fin du mois de mars. Là, nous espérons en déposer de nouvelles. Nous lançons d'ailleurs un appel en tant que Fédération Sud pour que l'ensemble des gens qui ont vécu cette période-là de manière douloureuse puissent se manifester et se porter partie civile dans ce procès, ce qui posera, et je vais m'arrêter là, ce qui posera la question de l'indemnisation. Nous souhaitons qu'il y ait une indemnisation qui soit décidée au plus haut niveau de l'entreprise avec les personnes de bonne volonté, les syndicats, tous les gens qui vont participer à ce phénomène d'indemnisation pour que l'entreprise Orange puisse avoir un avenir collectif nouveau et que puisse vraiment tourner la page, mais sans cette indemnisation, sans cette réparation-là. C'est vrai qu'on n'a aujourd'hui que des victimes qui sont souvent isolées et nous espérons, nous, que ces gens passent de statut de victime isolée à un statut de gens réparés et qui puissent se projeter eux aussi dans l'avenir. Bon, j'arrête là, je vais donner la parole, bon, par ordre d'arrivée, excusez-moi, donc je vais donner la parole à la CGC, Sébastien Crozier, ensuite la CGT, Force ouvrière, la CFTC et les associations de victimes. Merci Patrick. Merci Patrick. Effectivement, c'est un moment difficile. Un moment difficile parce que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, 10 ans que la crise des suicides à France Télécom a eu lieu. C'est pas faute d'avoir alerté la direction. Sud et la CFE-CGC ont été à l'origine de la création de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées, qui était l'expression de modes de management destinés à faire partir le personnel. Et malgré des années, il a fallu des années, et malgré les alertes, il a fallu quand même des années pour arriver à une prise de conscience collective qui s'est d'ailleurs faite par l'extérieur, puisque le paroxysme de la crise est intervenu le 11 septembre 2009 avec notre collègue qui s'est suicidé en se jetant du 5e étage et qui a mis 1 heure et demie pour mourir, et j'en étais le témoin, donc ça a été particulièrement violent, et ce d'autant plus violent quand on a vu la réaction d'une direction totalement insensible à la violence qu'elle avait organisée, aux effets de la violence qu'elle avait organisée pendant tant d'années, puisque Didier Lombard n'a pas présenté ses condoléances, n'a pas voulu aller voir le ministre du Travail qui le convoquait pendant plusieurs jours, et a prononcé, pour revenir sur les multiples malheureuses petites phrases qui stigmatisent très bien l'état d'esprit dans lequel on était. Il faut arrêter cette mode des suicides, puisque, et je reviendrai, puisqu'en fait on était dans une posture de déni. De la même façon, les blagues qui circulaient à l'intérieur de l'entreprise, Patrick l'a souligné, le plan Next était comme amusement décliné par Olivier Barberot, le DRH, comme le projet de nouvelle extermination. Et donc, tout était dit dans l'intentionnalité qu'ils avaient de pratiquer de la violence sociale pour faire partir les 22 000 personnes. Moi, je voudrais revenir sur trois points dans le système de défense qui aujourd'hui est organisé ou a été organisé à l'époque par la direction, et puis après sur la logique qui nous a conduit à cette violence. Le premier, c'est que la direction a toujours déclaré, et elle le répétera, et elle vous le dira, et elle recommencera, que c'est un complot médiatico-syndicaliste. Je pense que tout est dit.
La deuxième ligne de défense, quand cette ligne s'est effondrée, elle l'a soutenue, c'était de dire les fonctionnaires, et je n'en suis pas un, ne sont pas capables de s'adapter à la modernisation de l'entreprise. Excusez-moi, c'est très compliqué. Quand vous reconnaissez un peu l'histoire de la maison, qui est France Télécom, vous apercevez que le personnel qui a travaillé, qu'il soit salarié droit privé, qu'il soit fonctionnaire, c'est un personnel qui a organisé la totalité des révolutions technologiques de notre pays. La téléphonie numérique a été lancée, la téléphonie mobile a été lancée, l'Internet a été lancé, la DSL a été lancée, la fibre est lancée, la 4G a été lancée, et tout ça, ça a été fait indifféremment par une population fonctionnaire en salaire droit privé au service de la nation. Et enfin, la troisième ligne de défense, peut-être celle qui est la plus stupéfiante, c'est dire les cadres et l'encadrement n'ont pas compris nos instructions et en fait ont mal agi et leurs responsabilités leur incombent. Moi-même, j'étais dans un service où j'ai eu un jour mon patron qui est venu me dire voilà, il faut faire moins 30 dans les budgets et moins 20 dans les effectifs et tu te débrouilles, tu fais comme tu veux. Donc cette réalité-là et ce système de défense que vous allez entendre n'est pas recevable. Après, la question de la finalité qui renvoie forcément à la question de l'intentionnalité, elle est très simple. Vous avez des dirigeants dont l'origine est très diverse. Didier Lombard, sans doute grand commis de l'État, débarque dans cette entreprise, est entouré d'une équipe diverse dont la volonté est de démontrer qu'ils sont à la base des bons managers et donc la logique de bon manager il y a une quinzaine d'années passait par une maximisation du profit. Et en fait c'est cette quête au profit qui les a conduits en fait à appliquer une politique d'abord de réduction des coûts sur les achats. Donc effectivement, il y a eu une rationalisation qui a été faite et qui s'est enclenchée. Et puis à un moment, et ça, Louis-Pierre Vénès a été à ce titre-là aux avant-postes de la politique de réduction des coûts sur les achats. Et à un moment, quand ils se sont rendus compte que la politique d'achat venait à son terme, ils se sont dit où est-ce qu'on peut réduire les coûts. Et là, ils ont considéré que les individus en fait étaient des coûts et qu'il fallait les supprimer. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que le processus de violence sociale s'est mis en route, puisque en fait, à la fois de par le statut et de par la volonté de ne pas afficher d'outils type dont les mots pouvaient faire peur peut-être à l'époque, ou d'organisation de plan de départ volontaire. Ils ont mis en place ce système de violence sociale dont les documents ont été retrouvés avec les systèmes de courbe du deuil et en fait de pratiques de violence sociale pour faire partir les gens. Donc voilà, donc, toute l'histoire est là, le procès est à ce titre-là exemplaire, c'est le procès de dirigeants qui ont utilisé la violence sociale comme méthode de management pour faire partir les gens. Les sanctions pour nous doivent être exemplaires. Évidemment, on est tous frappés dans notre chair pour ceux qui étaient là à l'époque par une ambivalence qui est de dire bien sûr il faut condamner France Télécom, mais il faut avant tout condamner les dirigeants parce que notre entreprise c'est notre bien commun et elle a été instrumentalisée pour servir le dessein obscène de dirigeants. Je rappellerai juste que la retraite chapeau de Didier Lombard c'est 7 millions et on considère que ces 7 millions devraient être immédiatement versés au fameux fonds auquel Patrick Ackerman appelle. Voilà, c'est ça l'indécence auquel aujourd'hui on a à faire face. Donc c'est un sujet effectivement, comme vous l'avez compris, excusez-moi, j'ai eu quelques moments de vive émotion. Merci.
annonce un entrée de chapeau global de 7 millions, il est à 350 000 euros de rente annuelle. Alors évidemment, s'il vit encore plus longtemps, ça sera encore plus d'argent, mais elle a été calculée sur un fonds de 7 millions. Cédric Carvalho pour la CGT. Donc bonjour, c'est Carvalho. Je suis ici pour remonter la CGT. Donc effectivement, ça a été dit tout à l'heure, 10 ans c'est long, c'est même trop long. Ce que nous attendons nous de la justice, c'est qu'elle soit rendue aux collègues qui ont perdu leur vie à cause de leur travail, mais aussi à celles et ceux qui vivent encore avec les séquelles morales d'une organisation du travail qui est très déshumanisée, et érigée au nom de contraintes économiques du secteur. Pour la CGT, on ne souhaite pas que ce procès soit suivi uniquement des individus, mais bien le procès qui vise à condamner aussi les choix politiques et économiques, et capitalistiques et purement financiers. Ces choix capitalistes et financiers répondent qu'à une seule chose, c'est la course effrénée au profit, à court terme, donc imposée par les marchés, et dont l'objectif est toujours de rémunérer plus les actionnaires au détriment des salariés et leurs conditions de travail. Pour la CGT, il y a aussi un grand absent sur le banc des accusés, ce sont les actionnaires, et bien évidemment l'État. L'État, premier et principal actionnaire au moment de la crise sociale, avec 27% du capital, et aujourd'hui encore, à hauteur de 22% avec la participation de la BPI. L'État a engendré des sommes colossales via les dividendes, tout en fermant les yeux sur la maltraitance institutionnalisée, ce qui a été décrit tout à l'heure par mes deux collègues, de l'entreprise. Donc, pour nous, l'État, y compris donc les actionnaires, y compris l'État, sont les principaux responsables de ces choix stratégiques qui s'opèrent et qui visent à seulement la redistribution excessive des dividendes. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et c'est vrai que par rapport au plan Next, ça s'est quand même traduit par la suppression de 22 000 emplois, qui a été quand même à l'origine de cette crise. Et ce qu'on pouvait rajouter aujourd'hui, parce qu'on pense que c'est important, c'est que malgré l'analyse du contexte qui a conduit à cette crise sociale, les mesures qui ont permis de réduire les effets pendant 3 ans, avec notamment un climat apaisé dans l'entreprise, on s'aperçoit que les différents plans d'économie mis en place à travers de Chrysalide et Explore 2020 ont inévitablement amorcé un retour à la grande souffrance au travail, notamment avec les nouvelles suppressions d'emplois. Depuis 2012, on a quand même 12 188 emplois qui ont été supprimés au niveau d'Orange, 95% dans la maison mère. Chaque emploi supprimé, c'est une charge de travail qui augmente, des conditions d'exercice qui se dégradent, des pressions sur les objectifs. Cela se traduit également par une remise en cause des droits des salariés et surtout des tensions importantes dans les services. Par rapport à la situation dans l'entreprise et par rapport à ces choix purement économiques et financiers, on voulait rappeler aussi qu'en février 2014, le CNHSCT, donc le Comité national d'hygiène des conditions de travail, de santé et des conditions de travail d'Orange, a fait à nouveau un droit d'alerte en 2014, année qui a quand même été marquée aussi malheureusement par une recrudescence de salariés qui ont mis fin à leur jour, 21 au total, et 6 autres courant du mois de janvier 2015, sont les chiffres donnés par la direction. D'ailleurs, à ce jour, depuis 2015, l'entreprise ne communique plus du tout au CNHSCT sur les chiffres par rapport aux salariés qui mettent fin à leur jour. Tout ça pour dire qu'en 2016, il y a eu aussi une enquête du CNPS, donc du Comité national de prévention du stress, à Orange, et que sur les 47 000 répondants, il y a 10 105 salariés qui étaient en stress décompensé, donc stress fort ou très fort. Ce qui signifie donc un risque pour la santé mentale et la santé physique des salariés. Burn-out, dépression, suicide. Donc, l'enquête triennale effectuée l'année dernière, dans le rapport global vient de nous être remis, souligne une situation dégradée qui perdure, et particulièrement dans les services de la relation commerciale. Les restructurations incessantes, les fermetures ou concentrations de sites, la gestion de la décroissance des effectifs, l'augmentation de la charge de travail sans reconnaissance
sont des facteurs de risque pour la santé et la sécurité des salariés. Les multiples situations de souffrance individuelle, l'augmentation du nombre de burn-out et les tentatives de suicide l'attestent. Dans le secteur des télécoms, où dominent plus que jamais les stratégies financières au détriment des logiques industrielles, les salariés sont réduits à de simples variables d'ajustement. Donc pour conclure, pour la CGT, le secteur doit faire table rase de cette logique financière. Ce procès est l'occasion de rappeler aux partisans de la rentabilité financière immédiate que l'on ne peut impunément faire passer la bourse avant la vie, et surtout que rien ne doit justifier qu'un travailleur perde sa vie en la gagnant. Merci. Merci Cédric. Pour info, donc Dominique Riera. On fait la technique. Donc, pour Force ouvrière, que je représente ici, c'est un procès qui est exemplaire. Même s'il a été long dans la procédure, il n'aura jamais été aussi long que l'ensemble des souffrances qui ont été subies et suivies par des dizaines, des centaines de salariés de France Télécom pendant toutes ces années. Et Force ouvrière va intervenir dans ce procès pour à la fois que des responsabilités individuelles soient enfin reconnues. Il y a ici des actes délictuels qui ont été accomplis par un certain nombre de personnes qui sont prévenues et qu'il faudra rechercher les responsabilités individuelles de chacun d'eux. Mais il y a aussi le procès de toute une organisation du travail qui dépasse simplement des faits individuels, qui est un système complexe, organisé, structuré, anticipé, pour mettre en place un vaste plan de suppression d'emplois. Mais pas un plan de suppression d'emplois comme on peut en voir dans certaines entreprises qui respectent la légalité. On a ici un plan de suppression d'emplois qui est un plan massif de dégagement, avec des moyens qui n'ont probablement jamais été dans cette ampleur, dans cette structuration, dans cette pensée mise en place dans une entreprise en France. Pourquoi? Parce que les prévenus, et à travers l'organisation du travail qu'ils ont mis en place, se sont rendus compte, de leur point de vue en tout cas, que le nombre de suppressions d'emplois qu'ils voulaient mettre en œuvre était complètement impossible, tant de par l'organisation économique de l'entreprise que par rapport à la réalité des moyens légaux qu'on peut mettre en place dans ce genre de choses. Et donc, tout le système d'organisation du travail qu'ils ont mis en place n'avait qu'un seul but, permettre à tous les échelons de la hiérarchie de France Télécom de l'époque de mettre en place un système de dégagement et de suppression d'emplois par tous les moyens. Et c'est tous ces moyens que l'audience et le procès va démontrer, parce que c'est l'ensemble de ces moyens, l'ensemble de cette organisation du travail, qui a été amené à une vaste souffrance. Plusieurs de ceux qui ont vécu au quotidien cette période, toutes ces années de souffrance, parlent de longues tortures. J'ai souvent entendu ce mot de longues tortures organisées pour que, une fois que les salariés étaient mis en place dans des structures qui étaient soi-disant des structures de placement, n'étaient que des structures de destruction et de dégagement pour les faire partir par tout moyen de l'entreprise. Alors, c'est le procès d'une organisation du travail, c'est le procès d'un plan de déstabilisation. Un plan de déstabilisation organisé qui est fondé sur toute une série de moyens délictuels organisés. Et je dirais que la responsabilité de ceux qui l'ont mis en œuvre est d'autant plus grave qu'il y a eu, tout au long de ce plan de déstabilisation, des étapes différentes et des alertes différentes à plusieurs niveaux, et que toutes ces alertes n'ont jamais été prises en compte. Et qu'au contraire, dans une sorte d'aveuglement total, une forme d'autisme par rapport à toutes les remontées qu'il pouvait y avoir en termes de santé au travail, de sécurité, d'alerte sociale et syndicale, le plan s'est accéléré jusqu'à ce qu'il devienne impossible à mettre en œuvre pour les raisons que vous connaissez aujourd'hui. Donc c'est à la fois, et ça sera le procès de prévenus qui, par le système de commandement qu'ils ont mis en place, par le système d'ordre qu'ils ont mis en place, ont instauré ce système, ont structuré ce système, ont pensé ce système, mais au bout du bout aussi,
une personne morale, une entreprise, qui a validé ce système, qui l'a animé et qui est responsable de ce dégât fantastique qu'on a connu aujourd'hui. Et pour paraphraser, c'est une phrase de Kafka qui nous semble tout à fait adaptée à la situation. Kafka disait « Les chaînes de l'homme torturé sont faites souvent de papier de ministère ». Oui, ici, la souffrance, elle s'est concrétisée par des circulaires, des notes de service, des réunions de formation, des réunions d'encadrement, qui étaient tous dirigés vers cette tentative de déstabilisation. Donc le procès permettra de remonter cette chaîne de commandement, cette chaîne de déstabilisation, ces papiers, ces circulaires, ces notes de service, ces formations qui ont amené à la mort des hommes et à la souffrance de centaines d'autres. Ce sera l'objet de cette longue procédure qui verra enfin son aboutissement dans ce procès, et qu'on espère exemplaire. Merci. Ensuite, la CFTC, Jean-Pierre Dumont. Oui, donc, avant pour commencer, je voudrais juste vous apporter une petite précision parce que dans le dossier de presse, il y avait un élément qui n'a pas été communiqué, que j'ai pu avoir entre-temps de la part de ma fédération, c'est que la fédération CFTC s'est portée partie civile, et ça vous ne le trouverez pas dans le document de presse, donc vous pouvez le rajouter, en juillet 2010. Voilà, donc ça c'était pour la partie civile. Sinon, notre avocate, maître Blandine Sibenaler, devrait pas tarder. Elle était retenue en audience à Saint-Germain. Donc, elle m'a dit qu'elle devrait arriver d'ici quelques minutes. Donc, il y aura peut-être possibilité de l'interroger si elle arrive à répondre à cette exigence de transport. Alors, sinon, pour la CFTC, ce projet, il est capital. Car si la réponse judiciaire n'est pas à la hauteur des enjeux, nous connaîtrons d'autres crises tout autant dramatiques. La condamnation juridique est fondamentale dans le processus engagé. Nous ne pouvons en rester là sans prise en compte véritable des victimes et de leur indemnisation. L'être humain ne peut pas être réduit à un simple objet au service de la production de profit. Cette vision est la forme moderne de l'esclavagisme, digne d'une époque que l'on voudrait définitivement révolue. Ce procès engagera les évolutions à venir de notre société et du monde dans lequel nous souhaitons vivre. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cette entreprise, il faut voir que comme dans beaucoup d'entreprises en France, il y a une mise en place de la maltraitance des salariés. Ce n'est pas unique à notre entreprise, on le retrouve partout. Cette maltraitance avait commencé bien avant. Et on peut effectivement remonter à l'époque de la privatisation de cette entreprise pour voir et constater les maltraitances. Par contre, l'arrivée de M. Lombard, c'est ce que j'appellerais l'acte 2, a consisté effectivement à la liquidation. Crûment, on pourrait dire, c'était un droit de tuer. On l'a vu dans les faits. L'entreprise, nous l'avons alertée à de nombreuses reprises. Et il n'y a pas que les organisations syndicales qui l'ont alertée. L'entreprise a pris nos alertes pour des attaques dignes d'un autre temps. C'est ça le déni. Nous attendons de ce procès, effectivement, qu'il démontre la criminalité de la méthode. Nous ne voulons pas être les complices. La reconnaissance passe par une condamnation en justice. Et si on regarde vers l'avenir, on a envie qu'effectivement, ce ne soient pas des personnes qui ont été blessées et tuées pour rien, mais qu'effectivement, on puisse envisager de mettre en place des mécaniques, des règles, des outils pour exterminer ce danger de mort pour tous les citoyens. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Soyez nos relais. Dans le pays des droits de l'homme, nous avons peur de dénoncer ce droit de tuer. Avons-nous peur de mettre un terme à cette mécanique infernale et à éradiquer ce droit de tuer au nom du marché? Le procès, nous attendons qu'effectivement qu'il démontre bien que nous avons la vie à défendre. Et la vie à défendre, quand je suis arrivé à la CFTC, c'était le slogan. Et je ne pensais pas que nous allons devoir l'appliquer au sens propre.
Ce procès, ça doit nettoyer la crasse qui nous couvre et faire tomber l'hypocrisie. Bannir cette hypocratie qui a remplacé depuis longtemps notre démocratie. Pour lutter contre l'amnestie collective de cette société. Pour démontrer que cette concurrence mondialisée, débridée, du profit sans limite, conduit à des entreprises, à des politiques d'entreprise qui tuent et massacrent des salariés. Pour une prise de conscience de chacun. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand on touche un salarié, c'est une famille, au final, qui est touchée. C'est une révolution sociale qui doit naître de ce procès. Un appel à plus d'humanité, d'empathie pour l'autre. Descendre de nos idéaux et atterrir pour regarder notre voisin dignement et avec respect. Dénoncer que les femmes et les hommes sont prisonniers d'une nouvelle forme d'esclavage. La dictature de l'entreprise, terme employé, entre guillemets, par M. Barberoux, imposé par cette loi du marché, traversé par une espérance, et que cette espérance devienne vôtre pour nos enfants, pour bâtir plus de fraternité et de justice. Notre combat est aussi sociétal. Il s'imposera comme celui du bon sens si nous souhaitons vivre tous ensemble. Oui, nous sommes une association de victimes qui s'appelle ASD Pro, qui veut dire Association Suicide et Dépression Professionnelle. Notre champ ne concerne pas simplement Orange France Télécom, mais l'ensemble des salariés aujourd'hui en France. Mais nous avons... C'est Michel Lallier. Michel Lallier. Nous avons été nous avons accompagné des dizaines de salariés de France Télécom ou de leurs familles, pour ceux qui se sont suicidés. Et ce que nous voulons dans ce procès, c'est faire entendre la voix des victimes, faire entendre la souffrance, faire entendre le harcèlement, la maltraitance à laquelle ils ont été soumis, et une maltraitance qu'on peut qualifier d'organisée. C'est ce que nous avons découvert dans l'accompagnement de ces victimes, puisque nous les accompagnons dans les processus visant à la reconnaissance soit de maladies professionnelles, soit d'accidents du travail, suicide en accident du travail, ou dépression, ou anxiété, etc., etc. Nous n'avons obtenu que très peu de reconnaissance, parce que dans ces processus, nous nous sommes heurtés, et nous nous heurtons d'ailleurs toujours, à une stratégie de déni très organisée, et qui a été très organisée chez France Télécom, qui consistait, et ça on le voit toujours dans tous les cas, à dire que de toute façon, ça relève de pathologies personnelles, de trajectoires individuelles, etc., etc. Mais là, c'était encore plus organisé parce qu'il y avait des obstacles très concrets dans les demandes de reconnaissance. Je ne rentre pas dans les détails, mais sur les commissions de réforme, par exemple, sur la dégradation des services de santé au travail, sur la dégradation des services sociaux, sur l'isolement des victimes qui fait qu'elles n'ont même pas entamé les démarches et les processus de reconnaissance. Tout ça pour dire qu'en fait, la stratégie de harcèlement de France Télécom, à cette époque, ne pouvait fonctionner que si elle en occultait les effets. Il fallait rendre invisibles les effets de ce harcèlement. La phrase de Lombard sur la mode des suicides n'est pas une maladresse. Elle fait partie de cette occultation. Et donc voilà, nous voulons dénoncer cela, mais surtout faire entendre cette parole des victimes. Nous voulons que ce procès soit exemplaire parce qu'il y a eu intentionnalité, selon nous. La maltraitance était un mode de management organisé pour faire partir, cela a été dit, je ne le répète pas, pour faire démissionner, pour faire décompenser, pour rendre malades les gens, qui est un moyen comme un autre de s'en débarrasser. Et donc, nous voulons que ce procès soit exemplaire, surtout dans une période où on annonce par ailleurs, dans d'autres secteurs de la fonction publique, des dizaines de milliers de suppressions d'emplois, et bien pour peut-être dissuader
ceux qui jamais auraient l'intention d'appliquer les mêmes méthodes dans ces orientations nouvelles-là. Merci. Alain Prunier pour la FNATH. Oui. Je représente donc la FNAT qui s'est elle aussi constituée partie civile dans cette procédure judiciaire. La FNAT est une association, FNAT étant l'acronyme de Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés. C'est une association qui œuvre depuis 1921 aux côtés des victimes pour qu'elles puissent être reconnues en tant que telles et obtenir une juste indemnisation. Il faut savoir aujourd'hui que la législation accident du travail et maladies professionnelles est loin d'être satisfaisante, puisque les salariés victimes rencontrent de nombreuses difficultés pour faire reconnaître leur accident de travail ou leur maladie professionnelle, notamment lorsqu'il s'agit de troubles psychosociaux. Aujourd'hui encore, l'indemnisation qu'ils peuvent percevoir est ridicule, puisqu'elle est basée uniquement sur l'indemnisation de l'invalidité ou incapacité. Il n'est nullement question aujourd'hui, sauf procédure judiciaire, d'indemnisation du préjudice moral, préjudice esthétique et autres pressions de l'ORIS. Cette indemnisation est toujours aujourd'hui basée, et je ne commets pas d'erreur sur la date, sur un principe adopté en 1898, donc au temps d'Émile Zola. Donc voilà pourquoi la fédération œuvre. Nous espérons que ce procès sera aussi l'occasion d'une grande discussion sur cette indemnisation qui, comme je viens de le dire, est loin d'être satisfaisante. C'est fini ? Je vais donner la parole maintenant aux avocats qui visiblement se sont rencontrés et ont décidé conjointement de... Qui prend la parole ? C'est lui. Oui, effectivement, nous sommes avocats de Sud et de l'association ASD Pro, Michel Lallier, que vous venez d'entendre. Donc effectivement, nous avons organisé ce qu'on appelle une défense collective et nous entendons donc être présents et actifs pour corroborer l'action publique lors de ce procès fort long, puisque, je le rappelle, il commence le 6 mai et est prévu pour se terminer le 12 juillet. Donc 45 journées d'audience, de 13h à 20h, voilà ce qui nous est annoncé. Nous avons, première chose et premier droit ouvert à la partie civile, fait citer un certain nombre de témoins qui sont des autorités en matière de risques psychosociaux et de maladies professionnelles, qu'il s'agisse du professeur Dejour, du professeur Debout. Nous avons également décidé de faire entendre un certain nombre de gens qui ont participé à l'Observatoire du stress, puisque je rappelle que dès 2007, le Sud et la CGC ont pris l'initiative, compte tenu des remontées extrêmement inquiétantes de la dégradation du climat social, avait pris l'initiative de mettre en place un observatoire du stress pour essayer d'évaluer ce qui se passait dans l'entreprise. Donc cela fait partie évidemment des alertes qui ont été signalées à la direction. Donc des participants à ce travail de 2007 seront également entendus et nous allons bien sûr faire entendre un certain nombre de victimes, puisque ce procès n'est pas, je dirais, seulement le procès des suicides qui ont émané les années 2007, 2008, 2009 et même 2010. C'est le procès de l'ensemble d'une politique de déstabilisation. Et avec Sud, nous avons donc considéré que toute personne qui avait travaillé dans ces années-là à France Télécom, la période de prévention, je le rappelle, 2007-2010, avait subi un préjudice moral, en ce sens qu'une politique avait été mise en place qui avait pour objet de déstabiliser l'entreprise. Dans l'ordonnance de renvoi, nous avons un inventaire extrêmement précis et qui est bien évidemment documenté par ces années d'instruction, dont on doit effectivement se féliciter.
les manœuvres, les mesures qui ont été employées par la direction sont détaillées, des restructurations, des réorganisations multiples et désordonnées, des incitations répétées au départ, des mobilités territoriales et fonctionnelles, des surcharges de travail ou des absences totales de travail, une pression sur les résultats, un contrôle excessif et intrusif, des attributions de missions dévalorisantes, absence d'accompagnement et de soutien aux ressources humaines, des formations insuffisantes quand elles n'étaient pas inexistantes, l'isolement des personnels, des manœuvres d'intimidation et des menaces, diminution des rémunérations. Je donne cet inventaire car il me semble très éclairant et je redis que l'ensemble de ces mesures qui sont signalées dans le réquisitoire définitif du parquet et reprises dans l'ordonnance de renvoi sont largement documentées au-delà, je dirais, des cas extrêmes des 39 victimes qui sont retenues par l'ordonnance de renvoi. Parmi ces 39 victimes, il y a 18 personnes qui se sont suicidées, 12 personnes qui ont fait des tentatives de suicide et 9 personnes qui ont subi qui ont été victimes de dépression. Mais au-delà de ces victimes visées par cette ordonnance, nous avons considéré, donc je l'indiquais tout à l'heure, que c'est l'ensemble du personnel qui a été déstabilisé. Quand dans une entreprise on annonce qu'il va y avoir 22 000 suppressions d'emplois, il est évident que chacun à son poste de travail se sent menacé, puisque c'est un chiffre qui est donné, et ceci sans plan social. Donc évidemment, quand cette annonce est faite à la radio par Lombard, on peut considérer que tout le personnel de France Télécom se sent déstabilisé. Et toutes ces mesures qui sont prises et qui sont considérées comme des mesures tendant à accompagner le salarié dans une espèce de bénévolat totalement factice, évidemment, c'est l'ensemble des salariés qui sont victimes de ces climats anxiogènes qui a un seul objectif, de faire partir le maximum de salariés. Les deux caractéristiques, me semble-t-il, de ce procès, au-delà de tout ce qui vient d'être dit, c'est le système de défense adopté par les 7 personnes physiques, par les 7 prévenus, puisque nous avons 2 niveaux de responsabilité. Le premier cercle, je dirais, des dirigeants, Vénès, Lombard, Barbero. Le président directeur général, Vénès, son bras droit, Barbero, les ressources humaines. Et le deuxième cercle, juste en dessous, qui ont mis en place ce système et qui sont donc Cher Ouvrier, Moulin, Madame Dumont et Madame Boulanger. Et la caractéristique de leur système de défense, qui est assez impressionnant, je dois dire, et qui persiste encore aujourd'hui, c'est de dire qu'il n'y a jamais eu comme objectif 22 000 suppressions d'emplois. Qu'on était dans une trajectoire, une indication, mais que ça n'était pas un objectif de la direction. C'est assez impressionnant parce que le chiffre est donné dès 2006 devant l'Assemblée générale des cadres, l'association des cadres dans des termes qui ont été rappelés tout à l'heure. Les chiffres, c'est 22 000 suppressions d'emplois, 10 000 mobilités et 6 000 embauches sur des profils professionnels nouveaux. Et aujourd'hui, on continue de dire, mais tout ça, c'était ce qu'on appelle, et ce qui est nommé de façon assez invraisemblable par Lombard, les départs naturels. Et donc, on nous fait passer pour des départs naturels, ce qui, en réalité, sont des départs contraints, forcés, et pas seulement initiés. Quand vous convoquez une fois par mois un salarié qui est bien dans son travail, qui a des résultats satisfaisants, et qu'une fois par mois vous lui dites qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux changer, comment tu veux bouger, et que tous les lundis matins vous lui envoyez toutes les annonces de travail dans la fonction publique ou autre, on ne peut pas considérer qu'on est là dans des procédures de volontariat. On a incité, on a poussé quand on n'a pas contraint les gens
à des situations telles qu'effectivement, il ne pouvait pas faire autre chose que de partir. La deuxième caractéristique, me semble-t-il, de ce dossier, et ceci explique peut-être que nous n'ayons, je dirais, que 100 une centaine de parties civiles au-delà des cas qui sont visés par l'ordonnance de renvoi, c'est ce que nous constatons, nous, dans nos cabinets, l'extrême lassitude qui ne tient pas seulement au temps écoulé et à la volonté de tourner la page et de passer à autre chose. C'est que pour tous ceux qui ont été victimes à un titre ou à un autre, même s'il n'y a pas de dépression caractérisée et des médecins qui ont été consultés, c'est que le souvenir même de cette période est à ce point bouleversant que beaucoup de gens ne veulent tout simplement plus en entendre parler. Et même parmi les gens qui sont visés dans l'ordonnance, dont les cas sont retenus, des gens qui ont fait des tentatives de suicide, il y a des gens qui ne veulent plus approcher ce dossier, qui ne veulent plus voir les dirigeants, qui ne veulent pas rentrer dans une salle d'audience. Et ça, c'est extraordinairement frappant, parce qu'on a l'habitude avec Jean-Paul Tassonnière de défendre les victimes, je dirais, de façon collective dans différentes catastrophes, que ce soit l'amiante ou les essais nucléaires. Ce type-là de victime qui a encore peur d'évoquer même ses souvenirs, c'est extraordinairement frappant et mérite d'être relevé. Et donc j'espère que ce procès sera aussi l'occasion de redonner confiance à des gens qui ont incontestablement été profondément déstabilisés, et cela s'entend 10 ans après encore. Oui, juste une précision. Pardon. Laissez le micro sur la tête. Une précision simplement technique sur la façon dont le dossier a été conçu, parce que ce choix fait par le parquet n'était pas évident à l'époque. Ce dossier n'est pas, nous dit le parquet de Paris dans le réquisitoire définitif, n'est pas le dossier des suicides à France Télécom. Il aurait pu être conçu comme le dossier des suicides de quelques dizaines d'agents. On nous prévient du côté de l'institution, ça n'est pas comme ça que ce procès a été envisagé. Il a été envisagé donc non pas comme quelques cas particuliers de harcèlement moral ayant conduit les gens au suicide, mais il a été conçu comme une sorte de gigantesque accident du travail ayant entraîné 120 000 victimes. C'est cette qualification de harcèlement moral qui est choisie au détriment de toutes les autres. Il n'y a pas ou il n'y a plus homicide involontaire, il n'y a plus mise en danger d'autrui, nous sommes sur la question du harcèlement moral, et le harcèlement moral, nous dit le procureur de la République de Paris, a affecté l'ensemble du personnel de France Télécom. C'est donc sous cet angle-là, qui est un angle particulier, je pense qu'il faut l'avoir bien en tête quand on aborde ce dossier, que l'affaire a été traitée. Donc j'utilisais le terme de gigantesque accident du travail. Sur le plan juridique, c'est pas tout à fait exact, mais je crois que c'est une image assez proche de la réalité. Et un gigantesque accident du travail organisé par la direction de l'entreprise. Je veux dire par là que nous n'avons pas affaire, dans la construction de ce dossier, à un dysfonctionnement ayant fait des dizaines de milliers de victimes, mais au contraire à un hyper-fonctionnement d'un management toxique. Et c'est donc toutes ces questions concernant le caractère collectif du dommage, Sylvie Topalov l'a indiqué tout à l'heure, le harcèlement moral, c'est celui qui a pour effet un certain nombre de conséquences en termes d'atteinte à la santé, mais tout simplement aussi celui qui a pour objet de déstabiliser. Il n'est pas nécessaire qu'il ait été suivi d'effet. Et donc cette déstabilisation a concerné l'ensemble du personnel de l'entreprise. Et la question
à mon avis, des questions essentielles qui va être abordée à l'occasion de ces débats, c'est la question des formes de management, dont finalement France Télécom nous donne un des exemples les plus tragiques. Voilà, je m'arrête là, c'est simplement un point, mais il me semblait important de le souligner à quelques semaines de l'ouverture des débats. Deux mots. Bonjour, Frédéric. Moi, j'interviens pour la CFE-CGC et quelques parties civiles. Tout à l'heure, Patrick Ackerman parlait d'une accusation ferme et construite, mais il faut bien avoir conscience de ce que de l'autre côté, nous avons affaire à une défense qui est très ferme et très construite. On a une dichotomie, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment une égalité des armes, compte tenu de la puissance des moyens utilisés aussi bien par les prévenus personnes physiques que par la prévenue personne morale, puisque, comme vous savez, l'entreprise est aujourd'hui poursuivie. Cette défense construite, elle l'est, ça a été dit, si ce n'est 10 fois 20, elle est construite sur le déni. Alors, le déni de certaines réalités, c'est assez stupéfiant, et Sylvie Topalov tout à l'heure le relevait, alors qu'en 2005 et en 2006, devant les 4000 cadres de l'entreprise, devant la presse spécialisée, devant les financiers, les dirigeants, les 3 dirigeants aujourd'hui poursuivis, n'avaient aucune inhibition, mais rigoureusement aucune inhibition, à dire qu'ils partaient sur 22 000 suppressions de postes. 22 000 suppressions de postes, les mots ont un sens. Or, le déni, et on le voit tout au long de la procédure, et on le verra tout au long de ces 45 très longues audiences, c'est de dire qu'aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas du tout ce qu'on voulait signifier. On ne parlait pas de 22 000 départs, on disait que c'était, je le rappelais tout à l'heure, l'évolution naturelle de l'emploi. Sauf que l'évolution naturelle de l'emploi, je reprends le chiffre que monsieur de la CGT tout à l'heure a rappelé, si c'est exact, ça je ne le connais pas, depuis 2012, j'ai noté qu'il y aurait eu 12 000 emplois supprimés. Alors j'ai pris ma petite calculette, ça fait 1700 emplois par an. Très bien. Je ne sais pas si ça c'est naturel ou pas, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé les 22 450 emplois qui ont été supprimés sur 3 ans. Et là, on est à 7 500 emplois par an, c'est-à-dire 4 fois et demi plus. Et ce qui est aussi stupéfiant, c'est qu'on vient nous dire, et on va nous plaider, que l'objectif de 22 000 n'en était pas un, alors qu'en réalité, il a été rigoureusement obtenu. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, par la mise en place de ce système organisationnel plus que pathogène, ils ont réussi leur objectif qui était fondé uniquement sur une prétendue diminution de la dette, augmentation du chiffre d'affaires et réduction des coûts. Un deuxième point, mais je pense que cette réunion est surtout pour permettre aux organisations syndicales d'exprimer. Un deuxième point qui me paraît majeur. Lorsqu'il y a des poursuites qui sont engagées sur des incriminations de harcèlement moral, et je rejoins parfaitement ce que vient d'expliquer mon confrère Tessonnière par rapport au fait que nous ne pouvons que déplorer le côté un peu minimaliste qu'a décidé de suivre le ministère public en ne poursuivant que sur le harcèlement moral. L'homicide involontaire, qui effectivement se posait davantage la question, mise en danger de la vie d'autrui. Après, c'est des problématiques de discussion juridique et de contradiction. Mais néanmoins, on ne peut pas, dans ce dossier, le cantonner, le circonscrire à une seule notion de harcèlement moral, sans voir justement toutes les conséquences, et vous les avez eues ici un peu exprimées, mais vous allez les entendre exprimer beaucoup plus fortement pendant ces 45 jours d'audience, sans voir toutes les conséquences qu'ont pu avoir ces systèmes d'organisation pathogène. On peut, et j'en terminerai sur ce constat, on peut, lorsque on est une entreprise, dans les télécoms, une grande entreprise, se dire que la compétitivité de l'entreprise est menacée et que donc il faut la sauvegarder. C'est l'un des critères qui est énoncé, qui était énoncé par la loi à l'époque, qui est encore aujourd'hui, pour légitimer des licenciements pour motif économique. Nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Très bien. On met en place un processus organisationnel et on est encore une fois légitime à le faire ou légitime à y réfléchir dès l'instant où on y associe les organisations syndicales et les institutions représentatives du personnel. Ce qui n'a pas été le cas, puisque c'est la chose la plus stupéfiante dans ce dossier,
on part sur 22 000 suppressions d'emplois et on ne met pas en place de plan de sauvegarde de l'emploi. 22 000 suppressions, ça implique nécessairement des licenciements pour motif économique. On est un tout petit peu au-delà de 10, donc on doit réfléchir et on doit mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Lorsque vous allez entendre l'entreprise faire payer et les prévenus, personnes physiques, qu'il n'y avait aucune intentionnalité. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont mis en place ce mécanisme, ils n'avaient absolument pas l'intention d'attenter à l'intégrité physique, psychologique des victimes. Très bien, pourquoi pas, lorsque vous êtes en train de tricoter et de mettre en place sur papier le projet d'organisation. Mais lorsque vous avez des remontées, des médecines du travail, des inspections du travail, des CHSCT, des organisations syndicales, et que là, au lieu d'arrêter, au lieu de dire on stoppe, on regarde et on réorganise la réorganisation, eh bien au contraire on accélère, parce qu'on est justement à la quête du chiffre, uniquement à la quête du chiffre, sans aucune considération sur le social. Et c'est ce déni à la fois du social, de l'humain et des organisations syndicales, parce que tout le problème aussi est là. Sébastien Crozier, je crois que tout à l'heure parlait du haro médiatico-syndicaliste, c'est aussi une des causes de ce désastre en droit du travail, de ce désastre humain, et c'est la raison pour laquelle l'argument tenant à l'absence d'éléments intentionnels, nous allons devoir le combattre très fortement, puisque c'est là-dessus, incontestablement,